Vous regardez Sérieland et pour ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec la comédienne Sonia Rolland. Elle est l'héroïne principale d'une fiction à voir sur France 2 et sur France.tv, Tropique criminel. Bonjour Sonia Rolland. Bonjour Eva. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation donc à l'occasion de la diffusion de la 2e saison de Tropique criminel sur France 2. Alors on va revenir en détail sur ces 8 nouveaux épisodes. Mais est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez découvert ce personnage de la commandante Sainte-Rose ? Oui, quand Thierry Sorel, le producteur de la série, m'a envoyé les scénars, les 4 premiers épisodes, et là j'étais vraiment conquise, parce que je me disais, voilà le rôle que j'attendais, parce que je m'étais juré que si je revenais dans un rôle récurrent dans une série, il fallait que ça dépote, quoi. Et là, le personnage était... Voilà, c'est une commandante de police, de la crime, mais qui ne connaît rien de sa créolité. Déjà, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder. Elle arrive aux Antilles, elle ne connaît pas les us et coutumes. Ça, c'était intéressant à jouer en tant que comédienne. Et en plus, elle est maman de 2 ados un peu retors. Et elle doit faire face à une ado qui ne veut pas grandir non plus, qui s'appelle Crivelli, qui est la capitaine. Son adjointe, voilà. C'est son adjointe. C'est cette capitaine Crivelli qui lui donne du fil à retordre, quoi. Et vous saviez tout de suite que c'était donc pour vous. Est-ce que le Thierry Sorel, donc le producteur, savait que c'était vous aussi, ou vous êtes passé par l'histoire complexe des castings pour décrocher un rôle ? Non, si j'ai bien compris, en fait, Thierry avait ce projet depuis un moment. Dans ses placards. Et en fait, on a fait une intervention avec Aïssa Maïga et les 15 autres comédiennes qui ont écrit le livre Noir n'est pas mon métier. Et cette intervention chez France Télévisions a donné envie à Thierry d'accélérer ce projet de Tropique criminel. Et en fait, il m'a proposé le projet parce que justement, il était question d'interpréter des personnages qui faisaient partie de la vie, quoi, qui faisaient partie de notre société, mettre un peu plus à l'honneur la diversité, mais de manière intelligente, pas forcément, comment dire, sous forme de prétexte. Ouais, c'est pas voilà. Le prétexte, c'est la Martinique. Le prétexte, c'est alors il y a des enquêtes évidemment, mais il y a quand même ce fil rouge qu'on suit de la vie de tous ces personnages et on s'y attache pour ces raisons-là aussi. On va y revenir en détail. C'est un rôle très physique. Oui. Je ne veux pas et je ne peux pas spoiler, mais vous ne cessez de faire des footings sur la plage. Vous n'hésitez pas à asséner quelques coups au malfrat. Vous boxez. Je boxe. Voilà. Ouais. Le dernier épisode est très éprouvant physiquement. On n'en dira c'est pas vrai. plus. Comment on se prépare physiquement à un tel rôle ? J'avais déjà ça dans le sang, hein. Objectivement, déjà dans la série Léa Parker, j'avais déjà fait mes preuves, disons, avec les cascades à presque tous les épisodes. Non, en fait, j'aime les rôles physiques. Après, c'est vrai qu'il faut rester quand même cohérent. C'est une commandante de police, mais il fallait, et j'avais demandé aux auteurs qu'on garde ce côté physique, ce côté un peu badass qui sommeille en elle, pour que justement ça donne un peu plus d'aspérité au personnage, que ça donne du relief, quoi. Alors, on va revenir sur les conditions de tournage. Tropique criminel, je le disais en introduction, c'est donc une série qui repose sur ce duo féminin que vous faites avec la patronne, j'allais dire non, la commandante Crivelli. La capitaine, la c'est capitaine, moi. c'est vous la commandante. C'est moi la commandante. Bon, pas toujours, La mais... capitaine Crivelli, c'est parce qu'à chaque fois je vais l'appeler votre adjointe, mais en fait elle est capitaine subordonnée, aussi, ouais, votre c'est ma subordonnée. Voilà. Mais pas vraiment en fait. Oui, vous verrez parce à travers que vous les vous équilibrez épisodes. entre les deux. Exactement. Alors, on va écouter un extrait de l'épisode 2. Vous êtes devant le commissaire. Il veut vous retirer l'enquête parce que votre fille est concernée par ce dossier. Écoutez ce qui se passe. Bon, écoutez, écarter la commandante de l'enquête, c'est se tirer une balle dans le pied. Vous savez comme moi. Au moindre faux pas. La balle, c'est pas dans le pied que vous allez la prendre, vous en êtes consciente. J'assumerai. Putain, c'est atroce. Mais comment vous faites pour garder votre calme dans une situation pareille? Je suis une femme. Ça y est, ça recommence. Ça. Alors, je vous préviens. Si le nom de votre fille apparaît sur le moindre dossier, même en tout petit, bas de page, vous sautez, compris? Est-ce que Tropique criminel serait une série féministe ? C'est souvent la question qu'on nous pose. Oui. Je pense que on représente, Gaëlle et moi, 2 femmes bien dans leur époque, bien dans leur personnalité, qui font face un peu à la misogynie d'un commissaire un peu vieillot dans sa façon de penser. Et c'est vrai que ça peut se qualifier de féministe, mais alors c'est vraiment les auteurs qui le sont. Pour le coup, ils ont imposé 2 personnages comme ça, puissants, forts, qui
qui balaye toute forme de cliché, en fait. C'est en ça que c'est un peu plus moderne, finalement, dans le Mais ton. c'est ça qui vous intéressait aussi à Ah ouais. interpréter, j'imagine. Ouais, C'était clairement. un rôle de femme affirmée, qui a pas peur de la concurrence avec les hommes, dans un univers effectivement assez masculin, qui est en plus celui de la police. Exactement. Et puis, qui balaye tout cliché, toute forme de cliché. Mais surtout, il y a le ton, ce ton complètement décomplexé qui me plaisait. Déjà à la lecture, et puis nous, on a mis notre grain de sel aussi avec Béatrice. Hein. Ah oui, alors comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même très écrit. Quel est votre degré de capacité et de possibilité d'improviser ou de travailler effectivement avec les auteurs et avec le réalisateur sur l'évolution du personnage? On nous laisse vraiment beaucoup de liberté. Moi, j'appelle les auteurs tous les jours, hein, quand j'ai un doute concernant ne serait-ce qu'un dialogue, parce qu'il y a des dialogues, on sait qu'ils appartiennent il y a une façon de parler qui appartient vraiment à Mélissa, une autre à Gaël. Donc, quand on a un doute, on appelle tout simplement les auteurs pour dire qu'on pense que ça serait beaucoup mieux que ce soit Béa qui dise ça et pas moi. Mais on souffle aussi des idées aux auteurs. Moi, par exemple, il y a... Comme vous avez découvert la série, il y a une confusion qui naît entre le personnage de Valentin Papoudov, qui donc joue Phil, Le médecin légiste. Voilà, le médecin légiste, qui pense que Mélissa est amoureux d'elle, et de lui, pardon. Et du coup, ça, c'est un truc que j'avais soufflé aux auteurs. Je trouvais que c'était drôle que ce personnage puisse vivre cette confusion, vivre un petit peu d'érotomanie, ouais, tout à fait. Mais qui sert de fil rouge avec humour sur les 8 épisodes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'humour, il faut le dire, quand même, dans Tropique Criminel, à travers un humour complètement décomplexé d'ailleurs. Et dans la bouche de deux femmes, c'est toujours un peu étonnant. Parfois, on se permet vraiment de dire des choses que... D'ailleurs, je pense sincèrement que pour une 3e saison, on pourra même mettre un cran de plus. Hein. Vraiment, je vois les retours des journalistes, ils sont super étonnés, mais très contents quand même, parce que c'est un peu libératoire aussi pour le spectateur, finalement. Donc, une info, c'est qu'il y a une saison 3 qui sera en préparation. J'utilise même pas le conditionnel. Hein, on va dire non, oui. elle est en prépa, et de toute façon, elle est écrite. Hein. Ouais. Mais maintenant, on attend les résultats aussi. Hein, mais ce que vous dites aussi à travers ça, c'est que votre personnage a beaucoup évolué entre la saison 1 et saison 2, et au sein même de cette saison 2, c'est qu'on voit ce personnage de Mélissa Sainte-Rose vraiment se libérer, être un peu décomplexé et un peu prendre le pli du personnage qui paraît un peu plus faux-folle, qui est Crivelli. C'est un peu ça, c'est aussi ça dont vous aviez envie? Oui, parce que j'avais un peu peur de rester enfermée dans un personnage corseté comme dans la première saison. C'est vrai que Mélissa fait face à plein de nouveautés. Elle arrive sur une île qui n'est pas forcément la sienne parce qu'elle l'a quittée à 4 ans. Elle ne connaît rien de ses origines créoles. Elle connaît encore moins les us et coutumes que Crivelli connaît très bien et avec lequel elle joue vachement pour la déstabiliser. Et puis en plus, elle fait face aussi à ces deux ados qui sont pas très heureux d'arriver là de manière un peu précipitée, quoi. Donc ça fait d'elle un personnage corseté parce qu'il faut qu'elle fasse front, en fait, toute seule, face à plein de choses inédites. Et donc, dans la 2e saison, ce qui est intéressant, c'est que comme Crivelli s'est absentée pendant 6 mois, elle est partie en mer suite à un burn-out, Mélissa a eu le champ libre pour pouvoir elle a pris développer. sa place. Voilà, exactement. Elle est dans son environnement. D'ailleurs, on sent qu'elle a une complicité avec Aurélien, qui est le lieutenant Charlery, qui est aussi le meilleur ami de Gaël, qui, quand elle revient, elle se rend compte qu'il y a une complicité qui est née. Alors, elle n'a plus vraiment de place. Elle cherche sa place. Et donc, ça crée des situations comiques qui vont se développer durant toute la saison 2. Mais on va voir naître quand même, entre ces deux personnages, une vraie complicité. Oui. Une relation très forte. Oui, tout à fait. Relation très forte. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Tropique Criminel est construit comme beaucoup de séries policières actuelles, c'est-à-dire que chaque épisode repose sur 2 histoires en parallèle. Il y a celle de l'enquête, une affaire par épisode, et donc celle qui est relative aux personnages. Vous êtes donc une maman divorcée, vous avez 2 enfants, Lucas et Chloé. Et Chloé, elle a des convictions, et c'est peu de le dire. C'est pour me faire la morale, t'inquiète, hein. Le juge s'en est déjà chargé. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit que j'étais une élève brillante et qu'il fallait que j'arrête de gâcher mon avenir avec des conneries. Et il a raison. Non mais mon avenir, il est déjà gâché en fait avec le réchauffement climatique. Et je suis sûre que le juge, c'est le genre à prendre l'avion à la première occasion. Ah, et brûler une voiture, tu penses que c'est bon pour ton bilan carbone? Ah, et aller travailler avec une voiture de sport, tu crois que c'est mieux? T'es hors sujet, là. De toute
façon, t'inquiète. Il m'a donné 30 heures de travaux d'intérêt général. J'aurai le temps de faire mon autocritique. Mais merci. Écoute, Chloé, c'est bien que tu t'engages. Moi, j'en suis fière. Mais il y a quand même des limites, hein? De toute façon, tu peux pas comprendre. Toi, t'es trop molle, maman. Trop molle. Ouais, trop molle. T'as pas de conviction. Vas-y, donne-moi une cause que tu défends vraiment. La justice. Je suis flic. Et dans la vie, vous êtes molle, Sonia Rolland? Pas trop molle. J'ai l'impression d'être... Alors parfois, quand je joue avec Antoinette, donc qui joue Chloé, j'ai l'impression d'être face à ma fille. Et du coup, parfois, Et en fait, ça sert vachement mon personnage, parce que j'ai une fille de 14 ans qui, évidemment, veut exister aussi et qui me sort parfois, comme Chloé sort à Mélissa, des vérités, finalement, mais qui sont en lien aussi avec ce qu'elle vit, elle, et ses convictions. Donc, il faut pouvoir trouver les bons mots pour pas casser ce lien, quoi. C'est très fragile, hein. Je vais vous lire la question que je m'étais inscrite sur ma feuille en noir et blanc. Et je vous la donnerai. Vous êtes maman de 2 filles. Est-ce qu'elles ont cette même conscience écologique? Et est-ce qu'au fond, ce dialogue, c'est ce que vous entendez à la maison? Donc, vous venez de répondre à la question. Mais en quoi ce personnage de Mélissa Sainte-Rose, il vous ressemble finalement? En fait, il me ressemble parce que... Ou pas d'ailleurs, parce que je vous dis qu'il vous ressemble, mais j'en sais rien au fond. Si, parce que c'est une femme convaincue qui arrive aussi à prendre de la distance avec l'échec, avec les difficultés. Enfin, c'est une femme vraiment d'aujourd'hui, quoi. Elle a des failles, des faiblesses, elle les assume, mais c'est une super flic. Et moi, je sais que dans ma vie professionnelle, je suis hyper cadrée, hyper structurée, dans ma vie personnelle aussi, mais il y a beaucoup plus de choses qui m'échappent dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Enfin, je suis hyper control freak dans mon travail, mais alors pas du tout dans ma vie privée. Et du coup, ça déborde un peu de temps en temps, évidemment, mais j'improvise comme Mélissa, quoi. Voilà, vous lui ressemblez beaucoup sur ce point-là, en tout cas. Oui. Cette deuxième saison, elle repose aussi sur des thèmes d'actualité. Il y a quasiment un thème par épisode. L'avortement est le sujet de l'épisode 4. J'ai pris cet exemple-là. Un homme vient d'être arrêté. Il est soupçonné d'avoir tué une médecin en l'occurrence, qui aide des femmes à avorter. Confrontation avec la capitaine Crivelli. Elle n'a pas voulu de cet enfant. Elle a avorté. Vous avez pété un câble et vous avez tué le docteur Ecker. J'ai tué personne, putain. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble avec Nadia. Elle n'aurait jamais dû avorter sans m'en parler. Je le voulais, moi, cet enfant. Je vous rappelle que l'avortement est un droit protégé par la loi. Oh, c'est bon, faites pas la morale. Je suis d'accord. Les femmes ont le droit de choisir, mais merde. C'était mon enfant aussi. J'avais mon mot à dire. Non ? Sonia Rolland, pour vous, c'est aussi le rôle des séries et du cinéma d'une façon générale de parler de notre société, de s'imposer quasiment comme des œuvres engagées? Oui, mais surtout au service public. C'est aussi la volonté du service public de mettre en avant des faits de société. Évidemment, on s'en sert pour mener des enquêtes, mais on soulève aussi des questionnements. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on n'y pose pas de jugement. Je veux dire, vraiment, on a 2 personnages qui peuvent, justement, Crivelli, c'est un personnage dans lequel on peut, on peut libérer une parole qui pourrait être un peu plus, un peu moins... un peu moins sous contrôle. Consciencieuse, Oui. voilà, un peu moins sous contrôle. Mais c'est vrai que Mélissa a le rôle de ramener toujours la raison et surtout repartir sur l'enquête, en fait. Elle y met moins d'émotion que Crivelli. Crivelli, je dirais qu'elle serait beaucoup plus proche, finalement, du public, au fond, qui s'interroge sur certains faits de société. Mais ça vaut pour tout, hein. Là, c'était l'avortement, mais ça peut être sur le transgenre, ça peut être sur les masculinistes, ces hommes là qui détestent les femmes, qui voient un monde sans femmes, ou en tout cas des femmes soumises. Enfin, on aborde pas mal de sujets à travers cette saison, mais des sujets touchy, mais en y posant un regard plutôt juste et en replaçant le curseur là où il doit être. Avec aussi une autre dimension, parce que j'aimerais qu'on écoute un autre extrait de ce même épisode qui évoque l'avortement. Au poids de la religion, c'est hyper important. Les gamines de 15-16 ans, elles peuvent pas parler de sexualité avec leurs parents. Résultat, elles tombent enceintes comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Il y a 2 fois plus de femmes qui veulent avorter ici qu'en métropole. Vous vous rendez compte ou pas? Pour les pro-vie, une nana comme Johanna Ecker, c'est le diable. Mais dis-lui, toi, elle me croit pas, là. Toi, t'es son chouchou.
C'est aussi ça, Tropique criminel, c'est une photographie de la société martiniquaise. Oui, oui, oui. Et puis plus globalement de la société son universalité, disons, parce que finalement, quand on regarde ce qui se passe chez les Espagnols ou ailleurs, on est en train de reculer sur ce qui nous semblait acquis, puisque les femmes se sont battues pour acquérir cette liberté-là. Mais quand on voit ce qui se passe en Martinique, c'est aussi le poids de la religion, comme elle le dit Crivelli à travers ses propos. Mais c'est en ça que c'est intéressant la manière dont nous, on essaye de l'aborder. Les auteurs ont été très, très intelligents, en tout cas, dans l'approche. Alors, est-ce que sur place, vous avez senti ce décalage entre la Martinique et la métropole, au point que peut-être les Martiniquais sentent un sentiment d'abandon, ressentent un abandon de la part de la métropole? Est-ce que vous l'avez senti pendant le tournage? En tout cas, sur des questions comme celle-là, je ne suis pas allée voir la population pour savoir comment ça se passait réellement. Je fais confiance quand même au travail des auteurs et au travail, disons, d'investigation, parce qu'ils travaillent aussi avec des auteurs sur place. Donc, ils se nourrissent de la culture martiniquaise. Mais ce qui est sûr, c'est que, oui, ce sont des sujets qu'on aborde de manière très délicate, parce que c'est encore des sujets qui persistent, quoi, et qui n'arrivent pas à trouver de réponse pour le moment, en tout cas en Martinique. Mais en France aussi, finalement, en métropole aussi. On est bien on est en train de faire vraiment un pas en arrière sur ces questions-là. Ça interroge quant à l'avenir de certaines jeunes filles qui sont complètement paumées, seules, face à des questions. Et on le met en avant d'ailleurs dans cette série. Il y a une jeune fille dont les parents poussent à l'avortement, alors qu'elle-même, elle ne sait pas trop... non, justement, à l'inverse. À garder l'enfant, tout à fait. À garder l'enfant. Voilà, c'est des parents qui poussent cette jeune fille à garder l'enfant, alors qu'elle, non, elle sait qu'elle a fait une erreur, qu'elle essaye de comprendre comment s'en débarrasser de cette erreur, en tout cas. Oui. Voilà, mais c'est des sujets très délicats. Très délicats. On essaye de les aborder avec intelligence, en tout cas. On parle de la Martinique depuis le début. Dans quelles conditions s'est déroulé le tournage? Parce qu'on était en pleine pandémie. C'était au mois de juillet dernier. Donc, c'était entre 2 confinements, en fait. Ouais. Comment ça s'est déroulé? En fait, on devait tourner au mois d'avril. Et puis, par chance, on a eu le feu vert. Mais on a eu 3 semaines pour se préparer à ce départ. Et puis, donc, on est arrivé dans une période pas forcément favorable au tournage, parce que c'est la période tropicale. Donc, il faisait humide, chaud. Moi, j'ai attrapé la dengue. Je suis tombée malade à cause d'un petit moustique qui a décimé presque la moitié du tournage, parce que même le réalisateur est tombé malade. Mais on a réussi ce pari-là. Et c'est incroyable qu'on ait pu le faire entre 2 confinements, quoi. Vraiment. Mais alors, est-ce qu'il a été question à un moment donné d'intégrer, soit dans le scénario ou en tout cas à l'écran, d'intégrer la Covid dans la narration? Vous en avez parlé ou pas? Je pense que c'était trop tôt pour pouvoir le faire. Alors, je ne sais pas si on va le faire. Ça, c'est vraiment une question que je pense que toutes les productions se posent. Je sais que ça se fait dans pub, mais dans la fiction, pour le moment, je ne suis pas certaine qu'on l'aborde. En tout cas, nous, on a envie de faire rêver les gens aussi. La Martinique, pour le moment, ne vit pas vraiment la même situation que nous, sanitaire. C'est-à-dire que là, les restos sont ouverts. Enfin, j'ai eu encore une copine hier au téléphone. Elle me dit, nous, on va à la plage, les restos sont ouverts. Ils ont même pu faire le carnaval. Je déteste. Oui, moi aussi, parce que je suis à Paris, là, pour le moment. Mais j'ai cru comprendre que le tournage avait quand même été très physique. Parce qu'avec cette histoire de décalage, c'est quoi? C'était levé 4h du matin? Ouais. Pour des histoires de lumière, c'est ça? Oui. Parce qu'on n'est pas dans la même période saisonnière. Mais ce qui a été important, en tout cas, c'est que nous, les mesures sanitaires ont été respectées. On n'a pas eu de cas de Covid. On s'en est très, très bien tiré. Ça a été quasiment miraculeux de pouvoir terminer le tournage dans les conditions qui étaient les nôtres, entre la météo et puis les conditions sanitaires. Mais en tout cas, c'est un beau pari. Ce qui est vraiment important aussi, c'est que ça se tourne en Martinique, sur une île où il n'y a pas de série. C'est la première série qui se tourne là-bas. Donc vous imaginez aussi ce que ça génère comme économie sur place, ce que ça développe comme talent aussi. Parce que là, on revient encore à la question de la diversité, mais bien sûr. Voilà une série qui propose 1000 visages, 1000 possibilités, une distribution folle et de rôles gratifiants pour des talents qui n'en avaient certainement pas, des projets comme ça. Donc moi, je suis très heureuse. Enfin, c'est un super projet. Et ça donne évidemment envie de partir, parce que c'était ce que je voulais quand même vous dire, c'est que je vous ai quand même besoin détesté. de voyage, je le sens là. Voilà, c'est parce que c'est quand même maintenant. Non, mais il faut. Je le dis sérieusement, mais c'est absolument magnifique. Ouais. En plus, chaque épisode est sur un lieu différent
différent de la Oui. Martinique, donc on a envie d'aller au moins 8 fois dans 8 endroits différents. On n'a C'est qu'une ça. envie, c'est de partir, Ouais. d'aller boire un petit verre aussi sur un des restos de plage que vous mettez en avant. Mais bon, on est coincé. J'aimerais quand même qu'on écoute un dernier extrait de cette deuxième saison. Épisode 3, vous allez comprendre. Le sujet, la place des femmes dans cette société patriarcale. Vous êtes face à une femme qui dirige une romerie et elle est soupçonnée d'avoir tué son mari. C'est une femme, noire, commandante. Comme moi, vous avez dû vous battre pour arriver à ce poste. C'est pas comparable. Vous avez jamais accusé à tort. C'est un tout petit extrait, mais j'y tenais beaucoup, Sonia Rolland, parce que face à vous, c'est la comédienne Nadège Bossondiane que nous avons eu la chance de recevoir dans un précédent épisode de Sérieland. Vous avez des points communs toutes les deux. Vous étiez notamment ensemble sur le tapis rouge du Festival de Cannes en 2018. Point levé sur ce tapis avec un slogan qui est le titre d'un livre, « Noir n'est pas notre métier ». 2 ans plus tard, en février 2020, c'était l'an dernier, à l'occasion des Césars, vous signez une tribune pour protester contre un cinéma hexagonal trop blanc. Est-ce qu'on pourrait et est-ce qu'il faut republier cette tribune aujourd'hui sans changer un seul mot? Ou les choses ont changé? Alors, je dirais pas qu'elles ont changé, elles évoluent, mais de manière un peu timide encore. Elles évoluent. C'est vrai que la question de la femme est déjà très compliquée à aborder dans le métier. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que des collectifs comme le collectif 50-50 sont nés. Hein. C'est aussi pour faire valoir la place de la femme dans le métier, tant pour les réalisatrices que pour les actrices, pour les productrices, peu importe. Hein. Mais la question de la femme noire ou métisse dans le métier, c'est compliqué aussi. Nous, on voulait l'aborder de manière... on voulait pas culpabiliser les gens, on voulait les accompagner vers une réflexion. Et témoigner, c'est aussi... faire comprendre en fait au métier qu'il est en train de se tromper, il est en retard par rapport aux standards internationaux, que finalement, en marchant main dans la main tous ensemble, on arriverait à proposer quelque chose qui ressemble à notre société. Et c'est vrai, parce que la France est un des pays les plus métissés d'Europe, et c'est très timide à l'écran, ça se voit très peu à l'écran. Et donc voilà, ça, c'était vraiment une volonté de notre part d'expliquer au métier qu'il était en retard et qu'il était en train de se tromper. Mais résultat, quand même, c'est Tropique criminel qui arrive à l'écran. Est-ce que la production s'attache à cette Par question? Thierry Sorel et Richard Alliot, Exactement. 2 hommes blancs. Oui. Donc ça prouve aussi quand même qu'il y a une volonté de la part... Mais en fait, je Il y peux a une aussi... prise de conscience Il y a aussi, une prise de peut-être. conscience, Oui. mais je peux aussi comprendre que le métier n'est pas saisi tout de suite à la fois les enjeux et le fait que aborder un sujet comme ça peut aussi être un projet qui vient d'eux. C'est pas... Moi, je demande pas que la société devienne, comme par exemple aux États-Unis, hyper communautariste, que les films avec des Noirs soient faits par des Noirs. C'est complètement absurde. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une prise de conscience globale et qu'on se rende compte que finalement, on est encore un peu en retard sur ces questions-là. Là, avec Tropique criminel, évidemment, on propose quelque chose de nouveau, incarné par des femmes. Donc il y a vraiment une véritable volonté et de la part du service public et des producteurs d'évoluer sur cette question-là. Et moi, je les encourage, évidemment. Et oui, il y a une évolution, mais elle est timide encore. Est-ce que sur Tropique criminel, hors champ, il y avait aussi un souci de représentativité de la diversité? Est-ce qu'on a fait attention à embaucher des gens qui vivent sur place? Mais vous savez, la vraie question qui moi, m'interroge, c'est dans les plus hautes sphères des dirigeants, des chaînes, des distributions, est-ce qu'il y a de la diversité? Parce que c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas de diversité au sein même de ceux qui sont aux commandes, je pense que les choses peuvent pas évoluer. C'est pas une priorité en tout cas. Enfin, il y a aussi un problème de ressenti, il y a un problème de vécu aussi. Il faut que les gens puissent un peu se projeter. C'est pour ça que le témoignage de notre livre « Noir n'est pas mon métier » était important. Il faut aussi que les gens puissent comprendre en interne ce que c'est que d'être une actrice noire dans un métier qui semble ne pas être ouvert à nous, quoi. Enfin, c'est compliqué. Alors, c'est un point que Nadège Bossondiane nous a raconté. Comment elle a été éjectée d'un casting un jour parce que le personnage était une avocate qui s'appelait Sandrine et qu'a priori, en étant noire, elle ne pouvait pas être avocate et elle ne pouvait pas s'appeler Sandrine. Moi, cette histoire m'a effarée, vraiment. Est-ce que vous avez vécu de telles situations?
Alors moi, je suis métisse, donc c'est encore un peu plus complexe, puisque j'ai vraiment le cul entre deux chaises. Je suis pas assez noire pour certains rôles, pas assez blanche, pas suffisamment, peut-être trop noire ou trop blanche, enfin peu importe. En tout cas, je suis jamais vraiment là où on voudrait que je sois. Je suis incasable. Mais maintenant, moi, je comprends son témoignage et il y en a bien d'autres d'ailleurs dans le livre. C'est insupportable. C'est insupportable. Par exemple, le rôle qu'elle a dans la série Tropique, clairement, il n'était pas forcément destiné à elle au départ. Et c'est vraiment en faisant une table ronde avec les auteurs, les producteurs, je leur dis, les gars, voilà l'occasion rêvée de mettre en avant justement la diversité dans un personnage fort qui dirige une entreprise, qui fait face à un conseil d'administration masculin, que des hommes blancs, majoritairement blancs et masculins. Voilà. Ouais. Du coup, on va pouvoir soulever ces questions-là de manière intelligente à travers les propos et de cette femme et des miens, en tant que Mélissa Sainte-Rose, femme métisse, aux commandes d'une équipe de la crime. Donc, ça va être intéressant de voir la confrontation de ces deux femmes face aux mêmes problèmes, mais qui les gèrent pas ou qui les digèrent pas de la même manière. Et alors, quelles ont été les réactions quand vous avez dit ça devant mais ils étaient unanimes, mais évidemment, en fait... Tout de suite a été une évidence. Le fait que vous le disiez, oui, on s'est rendu compte que oui, au fond, c'était ça qu'il fallait faire. Mais bien sûr. Et pourquoi encore une fois, moi je trouvais que le chemin était trop facile. Oui, évidemment, n'importe quelle femme aurait pu l'interpréter. Mais là, que ce soit une femme noire face à une table ronde, une assemblée d'hommes blancs, là vraiment, ça donnait lieu à un sujet beaucoup plus profond, en fait. On allait pouvoir développer et tirer d'autres ficelles. Il y avait quelque chose de plus dense, en fait, plus profond, et qui fait vraiment écho à ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Là, on parle de la femme, mais de la femme multiple, de la femme aux commandes. Il y a plein de choses à développer à travers un personnage comme celui de Nadège. Et c'était intéressant qu'en tout cas, et la prod et les auteurs jouent le jeu. Et je suis ravie que ça soit Nadège qui l'ait interprété. Épisode 3, qu'on vous recommande grandement. Ah non, mais vraiment, il est intéressant cet épisode. Il est vraiment très très bien. Je voulais qu'on revienne sur les États-Unis justement, parce que l'Académie des Oscars a changé son règlement pour qu'un film soit éligible à un Oscar. L'œuvre doit remplir 2 conditions sur 4 critères qui ont été établis, à savoir que les groupes sous-représentés au cinéma, que sont les femmes, les minorités ethniques, les personnes LGBTQ+, doivent être présentes dans l'équipe à l'écran, doivent être présentes hors de l'écran, mais aussi dans les campagnes de publicité et bénéficier, alors là je suis tombée par terre de la formulation, mais doivent bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés. Je ne comprends pas cette phrase. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que la France doit se mettre au diapason des Oscars ? En fait, ce qui serait vraiment dommage, c'est que la France... en fait, copie un modèle qui n'est pas forcément... qui n'a pas forcément la même histoire. En fait, la France n'a pas la même histoire que les États-Unis. On a été un pays qui a accueilli une diversité hallucinante de gens qui, à l'époque, par exemple, des droits civiques, fuyaient les États-Unis et trouvaient refuge en France. Mais on n'a pas su exploiter ces opportunités-là. On n'a pas su mettre en avant, peut-être par excès de pudeur, ou j'en sais rien, ou de bien-pensance à la française, on n'a pas su exploiter ce vivier de talent, de diversité et tout ça. Et c'est là où on s'est mis un tout petit peu en retard par rapport aux Américains. Moi, je voudrais pas qu'on établisse des règles, quoi, c'est ça ? Oui, non, mais qu'on copie les Américains sous prétexte que ça fonctionne chez eux et pas chez nous. Non, en fait, ce qui fonctionne chez eux ne peut pas forcément fonctionner chez nous. Ce qui serait intéressant quand même, c'est qu'on note que les quotas, malgré tout, ont permis de banaliser l'arrivée de nouveaux visages à l'écran. Nous, en France, on est en droit quand même de se questionner sur est-ce qu'il faut imposer des quotas ou pas pour que les choses avancent vraiment ? Ou est-ce qu'on fait confiance, comme Thierry Sorel est en train de le faire avec, ou même France Zobda ou d'autres, hein. Il y a d'autres producteurs qui le font très bien. Mais est-ce qu'on peut essayer de leur faire confiance à ces gens-là qui le font de manière hyper intelligente, sans forcément mettre l'accent sur la question culturelle, qui justement impose de la diversité, mais de manière intelligente, comme la société le fait aujourd'hui. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une représentation
de la population française, tout simplement. Nous, on est une société beaucoup plus métissée que les Américains, hein, pardon, hein, mais ils sont vachement plus communautaires que nous. Ils défendent, disons, leur communauté de manière plus... C'est pas comme en France, en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas forcément reproduire le modèle américain. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont fonctionné chez eux, qui ont permis aussi de faire émerger des talents. Est-ce que nous, il faudrait qu'on... moi, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur la manière dont on doit faire émerger cette diversité, une fois pour toutes. Hein. Alors, je voudrais juste qu'on finisse avec les États-Unis, parce qu'il y a une histoire qui m'a choquée. Il y a quelques jours, on a appris les nominations aux Golden Globes. Les Golden Globes, il y a la catégorie cinéma, puis il y a la catégorie série. Et il y a une série qui a été totalement oubliée. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle s'appelle I May Destroy You, de Michaela Coel, qui est une série extraordinaire. Alors ça, j'ai pas compris non plus. On est d'accord. Elle a reçu tous les louanges de la presse internationale. C'est l'œuvre d'une femme noire. Qui est magnifique d'ailleurs. Qui est magnifique et qui n'a aucune nomination. Non, mais ce projet est magnifique et je ne comprends pas qu'il n'ait eu aucune nomination au profit en plus de Emily in Paris qui pour moi, pardon, hein, mais c'est peut-être parce qu'on est français, mais qui est un peu trop... En matière de représentation, là, on n'est pas bien là. Ah non, mais hein, là, c'est pas la vraie France. C'est tellement éloigné de ce qu'on connaît de Paris. Bref, c'est une image très fantasmée quand même. Hein. Non, mais c'est dommage parce que c'est ça qui crée encore plus de frustration. Et encore plus de confusion, et encore plus ouais, je sais pas, c'est de colère en fait, très clairement. Hein. C'est ce qui nourrit la colère. Et il y a quelques jours, Sonia Rolland, Paris Match vous consacrait un article, et j'ai été stupéfaite de l'introduction. Je voudrais juste vous la lire. Vous y êtes présentée comme Miss France 2000, ça je pense que vous avez l'habitude. Mais il est écrit ensuite, première reine rayonnante de beauté de ce nouveau millénaire, la jeune femme de 18 ans entre aussi dans l'histoire en devenant la première Miss France d'origine africaine. Est-ce que encore aujourd'hui, on vous ramène systématiquement à cette origine ? Alors, vous savez quoi ? Moi, objectivement, j'ai aucun souci avec ça. Oui, c'est moi qui suis plus choquée que vous. Mais finalement. je comprends aussi parce que vous vivez dans un monde tout à fait ouvert. Eva, c'est normal que vous vous disiez ça doit être choquant pour elle. Moi, j'ai l'habitude. Quand je suis en Afrique, je suis blanche. Quand je suis en France, je suis noire. Ce qui m'interroge plus sur notre société, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre la notion de métissage. Le métissage, ça demande de la complexité. Et c'est vrai que quand on voit le traitement qu'on fait dans l'actualité de certains sujets, c'est vrai qu'on est tellement simpliste que amener la réflexion un peu plus globalement à l'universalité qui est la nôtre, d'ailleurs nos sociétés est quand même bien mélangées, c'est des sujets trop complexes. Le métissage est un sujet complexe, mais qu'il va falloir aborder à un moment ou un autre. Hein. Et d'ailleurs, ça fera que on sera beaucoup plus détendu sur la question de la représentation. Moi, objectivement, qu'on me ramène à mes origines, moi j'en suis fière, donc je suis très bien. Oui. Et en même temps, ça nourrit une curiosité qui peut paraître saine aussi, mais celle qui nourrit pour le coup les radicaux, les extrêmes et les fantasmes des extrêmes, de toute façon, je sais leur répondre, ça, c'est pas un problème. Mais je suis... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on commence à avoir peur de dire les choses. On commence de plus en plus à avoir peur de nommer les choses. Ce qui m'a interrogée, par exemple, c'est que... ce qui m'interroge aujourd'hui, par exemple, dans notre société, c'est qu'on n'arrive pas à dissocier... par exemple, je vais peut-être m'éloigner, mais quand Obama est devenu président, on l'a appelé le premier président noir. Non, il n'est pas noir, il est métis. Ça voudrait dire qu'on renie totalement une autre partie de ses origines, c'est-à-dire sa mère, en l'occurrence, qui est blanche. Et ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à m'insupporter, en fait, dans notre société. C'est qu'on ne sait pas mettre de complexité dans le regard qu'on doit poser sur les choses aujourd'hui. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on va au plus simple, quitte à être simpliste. Exactement. Et je m'interrogeais sur la façon dont on présentait les artistes quand vous venez face à nous et quand on regarde un parcours. On a besoin, c'est effectif, c'est tous les jours, on a besoin de dire en une phrase qui est la personne en face de nous. Et je me suis dit, si on devait vous présenter Sonia Rolland, non mais je pourrais dire, non mais je peux dire simplement Sonia Rolland, une Miss France devenue comédienne. Je peux aussi avoir une autre lecture de votre parcours, de mon point de vue, et dire une jeune fille née au Rwanda ayant grandi en Bourgogne et qui a trouvé sa voie. Et vous, si vous deviez résumer votre vie en une phrase, vous diriez quoi ? Justement en prenant en compte cette complexité-là. Eh bien, le parcours improbable d'une jeune métisse française et rwandaise.
À la rigueur, c'est pas grave, je m'en Ouais. fous. Non, mais je suis une jeune femme multiple, encore une fois. Et cette multiplicité, c'est difficile de la décrire en une seule phrase ou en un seul mot. Mais en même temps, je comprends que ça soit complexe pour tout le monde. Honnêtement, ça l'est déjà pour nous. Qui sommes venus d'ailleurs ou qui venons d'ailleurs. Alors vous imaginez bien pour quelqu'un qui s'interroge sur cette personne en question, c'est compliqué. Mais peut-être que le Mais- fait de se poser la question, ça fait déjà avancer. Ben oui. Parce qu'on ne se posait pas ces questions. On n'aurait jamais osé avoir cette conversation il y a encore 5 ans. Mais On bien est sûr, d'accord. bien sûr. Mais je ne comprends pas que ça tende autant les gens. Alors je comprends que certains commencent à être fatigués d'être constamment ramenés à leur identité culturelle, entre guillemets. Mais en même temps, moi, je ne veux pas y voir de la mauvaise curiosité. Au contraire, moi, je pense que c'est bien aussi de pouvoir parler de soi dans toute notre multiplicité. C'est pas grave. Ça nourrit l'autre. Ça nourrit aussi la curiosité de l'autre. Et puis, ça fait parler de soi avec un peu plus de complexité. Tant mieux. Je crois que vraiment, on est dans une ère de la... Il y a tellement de colère, il y a tellement de confusion, finalement, à cause de cette colère, que du coup, tout le monde... les gens se tendent, en fait. Ils n'osent plus se dire les choses, on n'ose plus se parler normalement. On a peur, on a beaucoup de défiance, en fait. Voilà. C'est l'ère de la défiance. Et du coup, ça amène à des non-dits, des frustrations, de la colère, et donc de la distance, quoi. Il n'y a plus vraiment de lien, quoi. C'est Parlons-nous. très étrange. Parlons-nous. Hein, c'est ça, en fait. Voilà. Parlons-nous, c'est pas grave. Parlons-nous et faisons des rencontres, parce que je voulais revenir là-dessus aussi, parce que c'est lié à votre carrière, à votre parcours et au fait que vous soyez aujourd'hui là pour Tropique Criminel. L'après Miss France, il a été jalonné de belles rencontres, Oui. notamment avec des réalisateurs de renom. Je pense notamment à Raoul Peck pour Moloch Tropical, ou à Bertrand Tavernier Ou pour Radu Mihailanou, qui a fait exactement votre premier film. Ouais. Bertrand Tavernier, c'était pour Quai d'Orsay. Il paraît qu'Alain Delon a été un homme extrêmement important pour vous dans ce début de vie de comédienne, c'est vrai ? En fait, il m'a confortée dans l'idée que je pouvais être comédienne. C'est-à-dire que le soir de la remise de ma couronne, j'avais interprété une chanson un peu africaine, comme ça, et puis j'étais vêtue d'une robe en raffia ou je sais plus quoi. Et je me souviens que Alain, en sortant en allant au dîner après l'élection de Miss France, me dit vous savez, vous m'avez fait penser à Joséphine Baker. Oh, mais là, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Et je lui dis ah là là, j'aimerais un jour pouvoir l'interpréter à l'écran. Et il me dit mais vous voulez être comédienne ? Je dis oui, moi j'en rêve. Enfin, je me suis présentée à Miss France au moins pour accéder à un monde qui me paraît totalement inaccessible. Parce que moi, je rappelle quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément il n'y avait pas d'acteurs dans un rôle principal à la télévision ou au cinéma. Enfin, c'était très rare. Il n'y en avait pas. Ou alors, ils étaient américains. Et donc, se projeter, quand on est adolescente, dans un métier où il n'y a pas vraiment d'exemple de réussite, c'est très compliqué quand même. Donc, ma mère, quand je lui disais que je voulais être comédienne, elle me disait, oui, ok, passe ton bac, on verra plus tard. Et du coup, quand il me parle de ça, je me dis, oh, il y a une opportunité, donc je vais lui en parler. Et il me dit, vous savez quoi ? Si je vous laisse une année, après, donc cette année après Miss France, il va falloir quand même que vous exploriez tout ce qu'il y a à explorer, c'est-à-dire le mannequinat, enfin tout ce qui va vous être offert en tout cas. Et si dans un an, vous n'avez pas trouvé d'agent, appelez-moi et je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais par contre, je vous pistonnerai jamais. Je dis ok, très bien. Et en fait, un an plus tard, moi je le prends moi. Petite alarme sur le téléphone. J'appelle c'était sa boîte de production à l'époque. Et son assistante me dit, il vous appellera dans un quart d'heure. Un quart d'heure plus tard, je l'ai au téléphone, qui me dit, écoutez, voilà, j'ai appelé une amie à moi, qui était ma directrice de casting, elle s'appelle Anita Benoît, elle va vous recevoir, elle va vous faire passer un casting, et elle va voir si vous êtes une bonne comédienne. Je lui dis, ok, très bien. Et me voilà dans le bureau de Anita Benoît dans la fin d'après-midi. J'ai passé une forme de casting, puisqu'elle m'a posé pas mal de questions sur mes ambitions de comédienne. Et j'ai passé un casting avec Radu Mihailanou quelques semaines plus tard. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier rôle. Mais c'est grâce à Anita Benoît et aussi à l'impulsion d'Alain Delon, parce qu'il m'a présenté mon premier agent. Alors, à la télé, l'après Miss, c'est un autre rôle qui a été très important. Et c'était une série pour M6. Vas-y, dis-le. Je suis chiante. Je suis nulle. Je suis, comment tu dis déjà, psychorigide. Léa, on se connaît depuis qu'on a 13 ans. Tu vas pas me dire que ton père te manque pas depuis toutes ces années.
En attendant, il a bien fallu que j'apprenne à vivre sans lui. Il est mort. Léa Parker, 50 épisodes, encore une fois très physique, on le disait tout à l'heure. Vous incarnez une agent d'élite de la DOS, Division des Opérations Spéciales, cellule secrète de la police nationale. Alors attention, c'est le moment de la question idiote. J'en ai toujours une, je ne sais pas pourquoi, ne cherchez pas à comprendre. Pas une réponse idiote. Non, vous allez voir. Est-ce que vous vous souvenez qui avait trouvé le nom de l'héroïne Léa Parker? Alors, non, mais je pense que c'est le producteur, non, Jean-Benoît Gillic, peut-être. Je n'ai vraiment pas la réponse. Je vous pose vraiment la question alors, de façon idiote. Je pense que ça vient de Jean-Benoît Gillic, qui était le jeune producteur, qui m'avait découvert d'ailleurs alors c'était le festival de Saint-Tropez, qui est l'ancien festival de La Rochelle finalement, de fiction de la télé. fiction télé. On avait présenté le film de Radu Mihaileanu, qui était Les Pygmées de Carlo, un film Arte, donc qui avait suscité pas mal de curiosité, parce qu'ils se disaient mais une Miss France dans un film Arte, on veut voir ça. Et en fait, il y avait le producteur de Léa Parker, Jean-Benoît Gillic, qui vient ce jour-là me dire j'ai un projet à vous proposer, mais il va falloir faire le casting. Et vous savez quoi? Je vous donne un petit scoop. En fait, Jean-Benoît avait reçu une demande d'M6, donc d'un casting de 6 actrices. Et lui, en fait, il l'a fait. Donc, il a fait un DVD avec 6 actrices, mais il a fait un DVD aussi avec 6 castings avec moi. C'est-à-dire que moi, il m'a fait venir 6 fois. Donc 6 callbacks avec des scènes différentes, des séquences différentes à faire. Et il y a un moment, au bout du 6e, je lui dis écoutez, Jean-Benoît, je vous aime bien, je vois bien que vous y mettez beaucoup de volonté, mais il va falloir arrêter parce qu'il y a un moment, ça m'humilie de revenir en casting comme ça sans savoir si je suis prise ou pas. Et puis finalement, il m'a dit attendez, faites-moi confiance. Je sais ce que je suis en train de faire. Et en fait, il a envoyé ces 6 castings et donc il a dit voilà mon choix. Et pourquoi vous en avez passé 6 pendant que les autres en passaient qu'un? C'était pour montrer la multiplicité du personnage que pouvait incarner. C'était que je pouvais incarner. Positive. Oui, c'était une façon positive de montrer toutes les palettes de jeu d'une comédienne qui était peu connue à l'époque. Et il m'a vraiment fait un très beau cadeau, Jean-Benoît. Et donc, il y a eu quand même 50 épisodes qui m'ont permis, moi, de me construire en tant que comédienne. Et puis après, il y a eu un moment où j'ai décidé quand même d'arrêter, parce que j'avais peur. Les gens m'appelaient Léa Parker dans la rue. Et je me disais, ah mince, j'avais besoin de me diversifier. Et puis, je chantais aussi que ça s'essoufflait un petit peu. Et là, je suis allée vers mon amour aussi, ma passion pour les films indépendants. Et j'ai rencontré des réalisateurs avec qui j'ai tourné pendant quelques années et ça m'a fait du bien. Et puis je suis passée à la réalisation aussi. Oui, en documentaire notamment. Ouais, et puis on va parler des projets ensuite. Mais à vous voir dans ces rôles, donc je pense à celui de Léa Parker, mais je pense aussi à celui de Tropique Criminel. Je me suis demandé si vous auriez aimé jouer par exemple dans Le Bureau des légendes. Oui, pourquoi pas. Ou dans James Bond. Dans James Bond, il y avait plus de chances que ça soit physique. Moi, j'adore les rôles physiques, mais il n'y en a pas suffisamment en France, en fait. On a très peur du genre action, je sais pas, je comprends pas pourquoi. Donc, c'est un appel que je lance. Moi, j'adore les rôles physiques, les rôles... ça montre la femme sous un autre aspect et moi je trouve ça bien aussi. Ça veut dire que physiquement vous continuez à vous entraîner par exemple tous les jours oui, avec de la boxe, avec oui, je boxe avec Karim, mon coach, salut, avec Nancy, ma coach, salut. En fait, j'ai 2 coachs avec lesquels je travaille, un pour la boxe, l'autre pour évidemment pour maintenir mon physique et mon mental aussi, parce que je travaille mon mental pour les 4 mois de tournage qui m'attendent quand même. Ça veut dire quoi travailler votre mental? Faut dire que le rythme qui nous est imposé sur Tropique n'est pas simple. Et travailler son mental, c'est se préparer aussi mentalement à des difficultés sur le tournage, à des improvisations au quotidien, puisque de toute façon, on fait face aussi à des changements de température, de lumière, de nuages qui passent et tout ça. Il faut vraiment être armé psychologiquement. Donc moi, c'est ma façon à moi de me préparer à des tournages difficiles, quoi. Et pareil, de laisser vos filles, j'imagine, en métropole pendant les quelques mois de tournage. Alors, ça doit être difficile pour vous. C'est très compliqué de s'éloigner de ses enfants. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment elle qui me rassure, en fait, dans cette période-là. Elle me dit, tu sais, maman, on sait que tu pars pour travailler. Nous, on est fiers de toi. En fait, j'ai vraiment 2 filles très féministes, pour le coup, qui... sont fiers d'avoir une maman qui travaille et qui réalise ses rêves aussi. Parce que ça, c'est important. Une maman épanouie,
C'est des enfants épanouis. Et donc, après, je fais face, comme toutes les mamans, à des problématiques d'adolescence. Voilà, enfin, ça, clairement, j'y échappe pas. Hein. C'est pas parce que j'ai ma vie de personnage public que je passe à travers ces problématiques-là. Mais en tout cas, j'ai 2 filles très conscientes et conciliantes et qui me soutiennent beaucoup dans mon émancipation. Voilà, c'est dur à dire, hein, Émancipation, ouais, Ouais. c'est difficile. Il paraît que vous êtes fan de séries. J'adore les séries. Est-ce que vous les regardez avec elle déjà, dans un premier temps? Alors certaines oui, mais Oui, d'autres non. bah oui, j'imagine bien, Il y a des j'imagine séries bien. que je peux pas regarder avec mes filles, mais ouais. Vos Mais elles derniers- aussi, elles adorent les séries. Hein. Vos derniers coups de cœur? Ça, c'est toujours la question un peu piège. Parce qu'on Non, sait c'est plus pas ce qui- piège, c'est parce que j'en ai beaucoup en tête et puis je suis très éclectique. Mais j'ai adoré par exemple The Night Of. Je sais pas si vous avez vu cette On série n'en a pas encore policière. parlé, ouais. Magnifique, je la recommande à tout le monde parce que là, pour le coup, l'intrigue est bien menée. Il y a Succession que j'ai beaucoup aimé. Mais évidemment, nous sommes fans de Succession Vous dans êtes fan Série Land. de, Ah, mais vous bien êtes- sûr. vous êtes fan de Succession, mais Bien j'adore sûr, cette série. mais oui. Elle est hyper bien menée. Il faut attendre encore un peu pour la saison 3. Hein. Je suis au malheur de. Je Ouais. regrette de vous le dire. Oui, Ouais. je Avec sais. le Covid, là, ça a été un peu compliqué. Et bien dans un autre genre, j'adore Vikings. J'ai Sur adoré- Netflix. Sur Netflix, j'adore Ah, mais les ça, épopées. je sais pourquoi. Parce pourquoi que vous rêvez d'être la femme, l'héroïne, de qui se bat Ragnar. tout le temps. C'est ça. La reine, ouais. Bon, mais j'adorerais qu'on fasse, par exemple, sincèrement, et ça, j'en suis sûre qu'une plateforme va le faire dans pas longtemps, parce que vu leur combat pour la Faites diversité, passer le message. justement, Allez-y. mais une série médiévale africaine. Non, mais vous imaginez pas ce qu'on pourrait raconter avec les royaumes du Mali, ou même la reine de Saba, l'épopée de la reine de Saba, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de sujets à mener. Va falloir attendre un petit peu encore, parce qu'on est en France quand même. Mais franchement, j'espère qu'il y a des producteurs qui nous écoutent. Vous venez de leur donner quand même une bonne idée. Ouais, il y en a plein. Et surtout avec la diversité, on peut faire plein de choses. Le chevalier de Saint-Georges, ne serait-ce que le chevalier de Saint-Georges, Joséphine Baker. Bougez pas, parce que vous avez un peu joué Joséphine Baker. Oui. On est d'accord. Ouais. C'était dans le film de Woody Allen, Oui. Midnight in Paris. Elle vous fascine toujours autant, Joséphine Baker? Quelle femme. Elle est incroyable, de modernité, de modernité, oui. Parce qu'il faut vraiment... Elle rassemble tout ce que la femme moderne peut incarner à une époque où rien n'est permis, quoi, pour une femme comme elle. C'est ça qui est incroyable. Elle a du courage, elle s'est engagée dans la résistance aux côtés de l'armée française. Elle a soutenu l'armée française. Elle a été elle-même décorée par De Gaulle comme sous-officier de l'armée de l'air. Je veux dire, il y a tellement à raconter à travers un personnage comme celui-là que je comprends toujours pas qu'on n'ait pas fait un projet français pour. Et ça vous pour tenterait parler. pas de le faire? Ah, mais De le moi, réaliser, vous? Vous savez quoi, j'en ai lu 11 projets qui n'ont pas réussi à se monter parce qu'on dit que c'est trop cher, parce qu'on dit non. Mais on ne fait pas confiance suffisamment aux téléspectateurs. Les Français adorent ce personnage et je trouve que c'est vraiment un rendez-vous manqué de la part de la télévision française. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire parce qu'on en a parlé avec Nadège Bossondiane de Joséphine Baker, qu'elle adore évidemment. Mais elle nous racontait que pendant longtemps, les personnages qu'elle incarnait s'appelaient soit Fatoumata, soit Joséphine, et qu'elle a mis du temps, mais vraiment beaucoup de temps, à comprendre que c'était en référence à Joséphine Baker. Ah ouais? Est-ce que vous comprenez ça? Que ça puisse... on ramène toujours ça à Joséphine Baker, comme s'il n'y avait que cette référence-là quand on parle de femmes noires. De femmes noires. En fait, je pense que c'est une femme, pour le coup, qui a beaucoup fasciné. On est d'accord. À la fois les Oui, oui. auteurs et à la fois les gens, le public, quoi. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, en fait, on a toujours ramené Nadège à ce personnage-là, mais en même temps, peut-être parce qu'elle incarnait une femme forte, tout simplement, une C'est femme possible. multiple. Mais moi, Joséphine, sincèrement, c'est un de mes... pour le moment... C'est un de mes regrets de comédienne. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de convaincre une production ou une chaîne de le faire, ce projet. Parce que moi, je sais pertinemment que je serais capable de l'incarner. Mais pourquoi vous le faites pas, vous, le projet? Pourquoi vous le réalisez pas? Parce que Vous vous c'est- sentez pas d'être derrière la caméra et devant? Non, mais insuffler une idée, c'est une chose. Après, mener un projet comme celui-là, je suis pas sûre que j'ai les épaules, en fait. Et il y en a qui l'ont, mais qui ne sont pas suffisamment convaincus par le projet. Alors, je sais pas. Il va falloir peut-être que je redouble d'efforts. Mais j'ai un projet déjà à mener, moi, en tant que réalisatrice, que je suis en train de développer à l'écriture avec
une scénariste qui s'appelle Fadette Drouard pour la télévision, qui est produit par Harold Valentin chez Mother Productions. Donc on croise les doigts. J'espère déjà pouvoir faire ce projet-là et peut-être un jour... Vous êtes obligé de nous dire ce que c'est que ce projet, même si j'ai une petite idée. En fait, ça serait un téléfilm qui raconterait l'histoire d'une jeune candidate à Miss France un peu particulière parce qu'elle vient d'un milieu ouvrier, elle est métisse et surtout elle est garçon manqué. Donc l'improbabilité de sa présence dans la course à Miss France crée une histoire vraiment drôle et puis familiale, quoi. Alors ça, c'est le projet sur lequel vous C'est inspiré travaillez. de mon histoire, mais c'est une vraie fiction. C'est une vraie fiction. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets de films ou de documentaires? Parce que vous êtes aussi illustré en faisant des documentaires. Voilà. Moi, j'ai fait, trois documentaires et un court-métrage aussi qui s'appelle Une vie ordinaire. Là, je suis en train de développer un projet, sur le métissage, parce que c'est vraiment une question qui m'interroge beaucoup sur notre société et pourquoi on n'arrive pas à saisir cette spécificité-là qui pourrait être la clé d'un apaisement en fait dans le dialogue sur les communautés en France, parce que moi ce qui me fait vraiment peur c'est qu'on oppose les communautés pour le moment sans comprendre qu'elles ont des spécificités et qui peuvent aussi nourrir finalement le grand rêve français, quoi. Tout simplement. Il y a une défiance à l'égard du communautarisme que je comprends très bien, parce que moi aussi, ça me fait peur. Mais il ne faut pas qu'il y ait de défiance à l'égard des communautés. Les communautés, on marche tous. Je crois que l'humain a toujours fonctionné en clan. Nous-mêmes, la France, on est une communauté à l'égard du monde, à l'échelle du monde. Donc, il faut qu'on fasse très attention quand même à ne pas... créer de divisions, en fait, là où il ne devrait pas en avoir. Et du coup, ce sujet du métissage et de cette société cosmopolite m'interroge beaucoup et j'ai envie d'en faire un documentaire. Je suis en train d'y travailler. Alors, un documentaire sur un sujet complexe. J'ai du mal à faire des phrases, je suis fatiguée. Non, mais on l'est tous. C'est le mois de février. C'est pas comme si en plus on faisait plein de choses en ce moment pour évacuer ce stress. Oui, c'est Donc, vrai. on va dire un documentaire sur un sujet complexe, un film sur un sujet complexe, une 3e saison de Tropiques criminels où vous allez repartir encore aux Antilles pendant que nous on restera dans le froid parisien. Mais là, cette fois, j'emmène mes enfants avec moi. Ah, j'emmène mes enfants. Vous voulez pas avec m'adopter? C'est ça, je vous mets dans mes bagages quand vous voulez. Alors moi je viens, il n'y a aucun problème. Et je rappelle aussi que vous êtes la fondatrice d'une formidable association, Maïcha Africa. Est-ce que je le prononce bien? Non, Maïcha, c'est ça, Maïcha Africa. Oui. Association qui vient en aide aux enfants en Afrique et notamment au Rwanda, le pays où vous êtes né. L'objectif de l'association, je le rappelle, c'est la reconstruction et l'accompagnement matériel, scolaire, psychologique aussi, et social de tous ces enfants. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site maïcha-africa.org. Je vais l'épeler MAISHA-Africa, comme ça se prononce, .org. Et je vous remercie infiniment, Sonia Rolland, pour ce grand entretien et de nous avoir rejoints dans cet épisode de Sérieland. Les 8 saisons de cette 2e saison de Tropiques criminels sont diffusées sur France 2 et disponibles sur France.tv. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Sérieland vous attendent. Dans le premier, retour sur un phénomène, la série The Walking Dead et son cortège de zombies. À l'occasion de l'arrivée des nouveaux épisodes sur OCS, nous tenterons de comprendre le succès de cette fiction. Quant à notre grand entretien du jeudi, il sera consacré à une autre série phénomène, Scam. La réalisatrice de la saison, Shirley Monsara, et le comédien Sohan Pag nous dévoileront les coulisses de la saison 7. Sérieland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter. Le groupe Facebook Sérieland est là pour ça. Et puis vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Faites-nous briller. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur Deezer. Mais attention, dans Sérieland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.